Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous désormais habituel d'information sur Nyon Région Télévision avec un programme pour le moins varié aujourd'hui. Politique, société et sport sont au menu. En fin de journal, nous recevrons l'association Zoé for Life pour nous parler du mois de septembre consacré à la sensibilisation au cancer de l'enfant. Et puis tout à l'heure, dans le débat, il sera question des élections fédérales avec de jeunes politiciens et nous tenterons d'en savoir un peu plus sur leur motivation. Mais le phénomène est assez rare pour être mentionné. On débute avec ça, justement, les employés d'une administration communale qui descendent dans la rue. C'est à Nyon que cela se passe et c'est en ce moment même. On vous retrouve sur place en direct, Florian Cavalieri. Vous êtes au cœur même de la manifestation. Et oui, effectivement, Mike, je suis depuis le château, sur la place du château, à l'intérieur du château en raison de la pluie. Il y a plusieurs dizaines d'employés de la commune de Nyon qui sont derrière moi, comme vous pouvez le voir. Et je suis en compagnie de Laetitia Pizzolato, qui est la secrétaire syndicale du SSP à l'origine de cette mobilisation, et de la municipale nyonnaise en charge de l'administration, Fabienne Frémont-Contonne. Alors, première question, Laetitia Pizzolato. Pourquoi cette mobilisation? Je prends? Vous parlez directement. Alors, le personnel communal est mobilisé aujourd'hui à la place du château. S'est réuni mardi soir en assemblée générale, a décidé à l'unanimité des personnes présentes, environ 150, de se réunir pour manifester sa présence et sa volonté que la municipalité respecte les engagements pris depuis 1 an et demi dans le cadre de négociations en commission paritaire, de respecter le statut, les règlements qui ont été travaillés et tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Alors, Fabienne Frémont-Contonne, on vous reproche finalement de mener une politique de droite, de vouloir finalement privatiser la fonction d'employé communal. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Nous travaillons sur un statut maintenant du personnel qui date d'il y a plus de 50 ans. Et nous n'avons jamais été aussi loin dans nos travaux, on en est très fiers. Alors, le fait est que maintenant les choses sérieuses commencent. Et que c'est clair que c'est assez normal, et plus que normal, que le syndicat se fasse vivant à ce stade. Oui, nous allons arriver à produire quelque chose pour le printemps prochain. Mais tout de même, mais pour une ville de 20 000 habitants, tout de même, une manifestation comme ça, une mobilisation comme ça s'est jamais vu. Je crois que la dernière fois, c'était en 1974, d'après ce que vous m'avez dit. Pour une municipalité de gauche, c'est quand même un sacré coup fourré. Non, pas du tout. C'est depuis 50 ans qu'on a le même statut, donc évidemment il n'y avait pas de manifestation sur quelque chose qui ne changeait pas. C'est justement parce qu'on change les choses et on change les choses. C'est vraiment un engagement qu'on a pris. Il y a une politique du personnel qui a été décidée par la municipalité, qui est vraiment en phase avec son temps, moderne, en faveur des employés. Donc c'est tout bon. Maintenant, les employés ont envie de montrer qu'ils existent. C'est légitime, mais bien sûr qu'ils existent et on va négocier. Laetitia Pizzolato, il y a aussi un équivalent plein temps qui est là, je crois, pour parler du statut du personnel. Vous dites que les négociations ont été rompues. Expliquez-moi ça. Alors, comme je vous l'ai dit, jusqu'à mai-juin, on travaillait sur la refonte du statut. Alors, ce que je partage effectivement, c'est le fait que le statut date à certains articles qui datent d'une autre époque. Il est par certains côtés discriminatoire, notamment vers les étrangers. Il y a le nombre de vacances n'est pas du tout adapté au temps actuel. Donc là-dessus, on est d'accord, ça on ne le contredit pas, il faut le renouveler. Maintenant, arrivé en mai-juin, les choses se passaient bien. Commission paritaire, c'est de la négociation, ça peut être dur, mais ça se passait bien. Et là, les choses ont été complètement rompues, les séances ont été annulées sans qu'on ait d'explication. On a appris, mais par des voies informelles, que la municipalité s'était retournée, elle partait sur un règlement. Et c'est donc c'est toute la procédure qui a été suivie, que le personnel dénonce, mais c'est aussi la perte prévue par la municipalité de son statut. Et je pense qu'un exemple à donner dans ce retournement, il y avait eu une interpellation au conseil communal d'un député Joly, je crois, qui demandait à la municipalité où elle en était et pourquoi on maintenait ce statut. Et la municipalité avait à ce moment-là, courageusement, répondu que les négociations étaient menées en partenariat social et que c'était un statut, c'est bien un statut qu'on allait maintenir. Donc arrivé en mai-juin, on ne s'y attendait pas, mais c'est un réel retournement. Maintenant, j'aimerais juste un mot, je pense que Mme Frémont-Contonne répondra sur en quoi c'est une privatisation. On peut avoir un règlement du personnel et puis le remplir de principes du droit administratif,
qui sont des beaux principes. La lutte contre l'arbitraire, le droit de se défendre, le droit d'être entendu, de connaître les faits qui vous sont reprochés. Mais quand vous n'avez pas de voie de recours efficace, si vous voulez un employé qui est licencié parce qu'il est âgé, parce qu'on ne veut plus de lui, ce qui coûte trop cher, parce qu'il ne plaît pas à son chef, qui va avec un règlement, il va demander à être entendu, on va l'entendre. Puis après, avec tous ces principes, il va aller au prud'homme. Puis là, on va lui dire, monsieur, vous avez raison, mais vous n'allez pas retrouver votre emploi, vous allez quand même être licencié, et puis vous aurez une petite indemnité qui vous permettra de ne pas être pénalisé au chômage. Avec un statut, si le tribunal reconnaît que vous avez été victime d'une décision injuste, vous êtes réintégré. Et ça, j'aimerais bien savoir en quoi une politique de gauche vise à limiter la possibilité de faire recours contre une décision arbitraire. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, attendez, je ne vais pas répondre à ça du tout, je vais expliquer ce que c'est qu'un règlement. Et on vous accuse de dérobade, d'avoir retourné votre veste, d'avoir rompu les négociations? Non, nous avons proposé plusieurs dates aux syndicats et aux représentants du personnel ils ont juste refusé ces dates. Donc les discussions sont absolument voulues, il faut les faire, c'est indispensable. Par rapport au règlement, oui, nous avons décidé, la municipalité a décidé de passer à un règlement du personnel, comme absolument toute commune ou institution publique le fait. Il n'y a pratiquement plus personne qui a un statut. Un règlement s'adresse absolument à tous les employés, tous, pas seulement aux fonctionnaires. Un statut, c'est pour les fonctionnaires. En ville de Nyon, nous n'avons à peu près qu'un petit peu plus que de notre personnel qui fait partie de la fonction publique. Nous voulons un règlement moderne, qui soit adapté à nos réalités, qui soit relativement souple pour tous nos collaborateurs. À noter que nous entrons en matière sur une baisse du temps de travail, sur de la formation continue beaucoup plus étendue à tout le monde, sur l'égalité de traitement homme-femme, sur une certification Equal Salary, enfin, j'en passe. Vraiment, on est dans notre temps et je me réjouis de le montrer aux syndicats. Mais à quelques mois des élections, c'est quand même un sacré coup de poignard dans le dos que vous met le syndicat finalement. Pas du tout, ils jouent leur jeu, ils doivent exister. S'ils n'existent pas maintenant, quand est-ce qu'ils vont exister? Ça fait partie des règles, et voilà. Maintenant, on va discuter, on va se mettre à table parce qu'on veut faire aboutir cette nouvelle politique du personnel dans son complet. Dernière question, la prochaine date, la prochaine échéance pour ce combat syndical? Alors la prochaine échéance, ça dépendra aussi en grande partie de la municipalité qui doit répondre à notre demande de reprendre les négociations en commission paritaire pour travailler sur un statut. Et puis alors, sur le coup de poignard dans le dos, alors un coup de poignard, je pense que la municipalité le vit assez mal, ce que je comprends, mais coup de poignard dans le dos, non, dans la mesure où le syndicat n'est pas là pour défendre les intérêts du Parti socialiste ou même de la gauche, on est là uniquement pour défendre les intérêts du personnel et à sa demande. Mesdames, merci beaucoup d'être venues participer à cette réunion, d'avoir fait ce mini-débat. Mike, on vous rend le micro. Merci beaucoup. Merci. La RDU, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant il y a fort à parier pour que vous soyez plus ou moins directement concerné par ce projet. La future route de distribution urbaine doit en effet relier Aisin, Nyon et Prangin. Elle a été présentée à la population en mardi soir en présence de 2 conseillères d'État. On retrouve Florian Cavalieri. Un comité de pilotage composé... Mardi dernier, c'était séance d'information à Prangin. Au menu de cette présentation, un point de situation sur la fameuse RDU, la route de distribution urbaine, un ruban d'asphalte qui se situe à cheval sur Aisin, Nyon et Prangin. Une route qui doit désengorger l'accès à ces communes et permettre un développement urbain régional harmonieux. C'est absolument un projet intercommunal, régional. Prangin pourrait en aucune manière conduire ce projet seul, ni financer ce projet seul. Et donc il faut absolument que les communes, la région travaillent ensemble, et pas seulement maintenant, mais qu'on travaille ensemble dans les années futures et que ce projet perdure et avance, quelles que soient les personnes qui sont en charge de le faire avancer.
et quelle que soit la législature. La RDU aura la lourde tâche d'être la première réalisation concrète du schéma directeur de l'agglomération nyonnaise, le fameux SDAN, un schéma adopté par 8 communes en 2006. Cette route, dont le coût est estimé à 42 millions de francs, doit permettre à l'horizon 2030 d'accueillir dans une portion de territoire située au cœur du district quelques 12 000 habitants et 5 500 emplois supplémentaires. Il faut donc convaincre aujourd'hui pour être bien équipé dès demain. Convaincre toujours, on essaie toujours de convaincre, mais c'est surtout de montrer que c'est un projet intéressant pour la région, nécessaire pour la région, et qu'il faut qu'on soit tous derrière ce projet pour le voir réaliser un jour, parce qu'il est assez complexe et il demande vraiment un engagement des communes territoriales, des communes de la région, du canton, et il faut vraiment qu'on soit tous ensemble derrière ce projet. Les autorités politiques marchent sur des œufs lorsqu'elles abordent le sujet de la RDU, elles qui se sont même adjointes les services d'une agence de communication pour faire passer leur message via une vidéo. Et lors de cette présentation, pas moins de 2 conseillères d'État ont fait le déplacement à Prangin, car pour le gouvernement, cet espace est un site d'intérêt cantonal. C'est un enjeu cantonal et je dirais même intercantonal, voire international, puisque ce projet s'inscrit dans le projet du Grand Genève qui réunit le canton de Vaud, Genève, mais aussi la France voisine. Et tous ces développements doivent se faire de manière beaucoup plus coordonnée, avec une vision globale du territoire, de la manière dont on veut l'aménager à l'avenir en matière d'habitat, de création d'emplois ou encore de mobilité. On l'aura compris, cette région, deuxième pôle de développement économique de Suisse, est particulièrement choyée par le canton qui veut y mener une stratégie d'aménagement du territoire exemplaire, une politique qui repose sur 2 axes, de nouvelles zones à construire desservies par de meilleurs déplacements, des déplacements qui se veulent multimodaux. Les infrastructures de transport, on les conçoit ce qu'on appelle dans les temps longs. Ce sont des infrastructures d'abord qui interviennent de manière lourde sur le paysage. Et puis deuxièmement, ce sont des infrastructures qui sont coûteuses. Et puis dernier élément, elles doivent s'insérer dans un bâti, soit déjà contraint aujourd'hui, soit à venir parce qu'en développement, en prévision. Le schéma directeur de l'agglomération nyonnaise et la route de distribution urbaine pourraient bien courir sur plusieurs législatures encore. Et pour s'assurer que ces aménagements territoriaux soient menés à leur terme, un chef de projet a été engagé. Il doit assurer le suivi et la coordination générale du projet de RDU et du développement de ces quartiers. Et ce chef de projet, il est justement avec nous. Bienvenue Philippe Rueg. Alors on parle de 2030 peut-être pour voir l'aboutissement de ce projet. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps finalement? Alors c'est un projet qui se fait par tronçon et par étapes. Il y a des tronçons qui peuvent se réaliser avant. Par exemple, à Aisin, il y a le projet d'insérer une piste de cyclable et des trottoirs qui sont quasiment inexistants sur le tronçon RDU, route de Crassier. Et là, on peut tout à fait le réaliser avant. Le tronçon déterminant qui fera fonctionner l'ensemble du système est effectivement plus compliqué parce qu'il y a des échanges de terrain, il y a une infrastructure à mettre en place qui est plus complexe, mais on peut imaginer une réalisation, les premiers coups de pioche avant 2030. On peut raisonnablement penser qu'aux alentours de 2025, on commence à bouger concrètement sur le terrain. Mais quelles sont les difficultés auxquelles vous vous heurtez? Il y a des questions financières, il y a des questions, vous avez dit, d'échange de terrain. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à surmonter? Alors, à la fois, tout est compliqué et tout est simple. Il y a une question naturellement financière, mais il y a aussi le temps qui est nécessaire pour que les partenaires se mettent d'accord. Par exemple, la RDU est inscrite depuis 2006 au schéma directeur de l'agglomération nyonnaise, mais ça a été conforté en 2010 par les partenaires. Et moi, personnellement, j'ai commencé fin 2013 à travailler en tant que chargé de projet. Donc, on voit que les temps de décision, les temps de négociation et de validation, et ce temps est long aussi également. Alors, les années, elles passent, les autorités, elles changent aussi, parfois, au gré des élections. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un facteur risque pour faire durer encore plus longtemps ce projet, d'engluement du projet? Là, vous avez raison, mais actuellement, on travaille sur des études de faisabilité où on questionne, on teste le tracé, par exemple, on teste le système. Et on ne va pas trop loin dans nos études parce qu'on sait qu'il y a des échéances politiques qui sont autres. Donc, on va progressivement, on valide les principes et on tient compte de cette réalité politique.
Donc si je vous comprends bien, on peut espérer qu'en 2025, on coupe le ruban? Non, on commence le chantier. On commence le chantier en 2025 Du tronçon qui est déterminant, mais il y a d'autres parties. Mais la totalité du tronçon, on pourrait l'inaugurer quand? Soyez optimiste. Alors, mais réaliste. Alors, on va reprendre ce qui était annoncé, 2030. 2030, ben, on l'espère. Merci beaucoup Philippe Rueg. Merci. Ben, à propos justement de tronçons inaugurés, c'est le centre-ville de Rolle qui retrouve enfin sa grande rue, sans marteau-piqueur et sans tranchée, avec un revêtement tout beau, tout neuf, et puis une circulation dans les deux sens. Mais avant de laisser la place aux véhicules, la municipalité, la ville de Rolle, a convié et a tenu à fêter l'événement en compagnie de toute la population. La grande rue de Rolle a enfin été inaugurée. Après 2 ans de travaux et 15 millions de francs investis par la commune, usagers et habitants ont repris possession de leur artère flambant neuve. Le programme de la journée, maintenant il y a l'apéritif évidemment, comme après chaque discours. Et puis ensuite tous les gens sont invités à manger dans la grande rue, à aller chez les commerçants, restaurateurs et à faire la fête dans la grande rue. Temps fort de cette inauguration, le traditionnel coupé de ruban et la partie officielle. Une cérémonie qui a eu lieu en présence de la conseillère d'État en charge des infrastructures cantonales et des autorités communales. C'est un sentiment de soulagement profond et total. Je suis arrivé au but, l'objectif, c'est magnifique. On mesure les énergies qu'il a fallu mobiliser pour arriver au bout. Donc forcément que des moments de fête comme celui-ci, où on rend l'espace public aux citoyennes et aux citoyens, ce sont des moments où chacun se l'approprie de nouveau et où chacun mesure la liberté que nous avons dans notre pays de pouvoir nous déplacer. C'est une liberté fondamentale. Le chantier de la Grande Rue à Rolle, c'était aussi une épreuve tant pour ses habitants que pour ses commerçants. Les nuages s'estompent et le ciel redevient bleu. Les affaires vont enfin pouvoir reprendre. Enfin les travaux sont finis et la foule amène beaucoup de joie, c'est superbe. Nous avons eu beaucoup de clients en moins, évidemment, perte d'activité, mais on est content d'arriver au bout, c'est ça le principal et je pense que tout le monde est heureux. Mais c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de tort malgré tout, surtout les petits commerçants. C'est un soulagement d'arriver à cette journée. On se dit que le plus dur est derrière nous et que maintenant c'est que du bonheur à venir. On va retrouver au sein des commerces le public habituel, qu'on va pouvoir réaccueillir de façon confortable et usuelle l'ensemble des clients des commerces et de la ville. Et ça, c'est un grand soulagement. Le futur s'annonce radieux au cœur de Rolle, mais le dossier de la Grande Rue n'est pas encore clos, puisque 4 commerçants demandent toujours des comptes à la commune, des indemnités pour cause de travaux. Il y a environ 10 commerces qui ont fermé pendant le chantier, donc dû ou pas aux travaux, mais en tout cas c'est un fait. Et nous, naturellement, comme commerçants, ça nous fait de la peine. Derrière ces commerces, derrière notre commerce, il y a des familles qui vivent, qui travaillent, et on doit maintenir nos activités. Et nous, notre ville doit rester vivante. Si la ministre ne souhaite pas prendre position au nom de l'État de Vaud, elle relève tout de même qu'il sera extrêmement compliqué pour les tribunaux de trancher entre la baisse du chiffre d'affaires imputable à ce chantier et celle due à des éléments extérieurs. Le canton de Vaud, quand il mène ses propres chantiers, au fond accompagne les commerçants, essaye de garantir l'accès au commerce durant toute la durée du chantier, mais n'entre pas jamais en matière sur des indemnisations, parce qu'alors il faudrait pouvoir mesurer quelle est la part de la perte sur chiffre d'affaires qui est exclusivement imputable au chantier et pas à d'autres circonstances. Vous voyez que c'est une affaire compliquée. À Rolle, la fête de la Grande Rue aura duré toute la journée avant que la chaussée ne soit rendue au trafic bidirectionnel. Quelques finitions doivent encore y être apportées, une paille par rapport aux plus de 100 000 heures de travail déjà consacrées à ce chantier du siècle. Et vous avez peut-être suivi cet été la saga du Stade Nyonnais, le club de football qui a vu défiler entraîneurs et comités ces derniers mois. Si les choses ne se passent pas trop mal sur le terrain, eh bien on ne peut pas en dire autant en coulisses. Retour sur l'Assemblée générale qui s'est tenue cette semaine avec Florian Cavalieri. L'Assemblée générale ordinaire du Stade Nyonnais avait lieu cette semaine, plus précisément mardi 15 septembre. Un détail qui a son importance puisque c'est traditionnellement à cette date que les comptes du club sont présentés. Mais quelques heures avant l'Assemblée, coup de théâtre, le comité sortant annonce qu'il ne viendra pas. On a reçu un courriel d'un membre de l'ancien comité nous annonçant que ces 3 messieurs qui étaient encore en place, en l'occurrence messieurs Taboada,
Muller et Morger ne viendraient pas à la séance et que les comptes, ils ne pouvaient pas nous les présenter parce qu'il leur manquait quelques éléments. Une dérobade qui apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent que même si l'ancien comité avait hérité d'une situation financière difficile, il a certainement accentué le trou financier. C'est toujours choquant de voir à quel point l'ancien comité s'est totalement détaché de l'histoire du club. Et puis ils continuent, ils confirment leur détachement absolu sur leurs responsabilités. Et moi, ça me choque. Venant d'un milieu fiduciaire, je ne comprends pas qu'on puisse agir tel quel. Désormais, sous l'égide de son nouveau comité, les jaunes et noirs ont le regard tourné vers l'avenir. Cette saison, la première équipe peut tabler sur un budget de 448 000 francs, 651 000 francs au total pour le club. Il y a une commission éthique dont je fais partie, où on va tout faire aussi pour respecter ce budget et surtout respecter aussi les sections qui sont englobées dans le Stade Nyonnais. Les anciens, ces historiques qui ont remis en selle le club ont plusieurs idées pour trouver de l'argent frais. Un nouveau club des entreprises pourrait ainsi voir le jour. On a, avec une ou deux personnes, envie, en tout cas, des anciens footballeurs, d'anciens présidents, on a envie de relancer une confrérie, de relancer un club avec de l'amitié, avec du plaisir à se voir. Et parmi les premières mesures du comité, la décision a été prise de baisser une grande partie des cotisations. Un coup de pouce bienvenu, notamment du côté du mouvement junior. Il va y avoir des bonnes choses qui vont se faire parce que c'est vrai que là on ne savait pas trop où aller, honnêtement. Et c'est vrai qu'avec ce nouveau comité, on sent une certaine sérénité qui en ressort. Et honnêtement, on est très heureux de les avoir, quoi, ça c'est sûr. Un comité rassurant dans les vestiaires de la première. On se dit que l'orage est passé. Place désormais au jeu. Il y a une certaine sérénitude. Du point de vue où tout à l'heure on n'avait pas trop d'assurance. Donc je pense que du moment où derrière la scène, c'est assez serein. Je pense qu'après sur le terrain ça se ressent. On y croyait au staff et puis en fait c'est le staff qui nous a toujours assuré que ça va être un meilleur temps après. Et puis maintenant on est heureux. Ouais. Le club retrouve ses fidèles et des couleurs et les supporters nyonnais devraient bientôt suivre le mouvement au sein d'un club dans lequel ils se reconnaissent. Le président d'honneur, il est encore toujours là alors qu'il dit qu'il va arrêter. Puis en fait, il y en a beaucoup, mais il faut quand même que les gens viennent plus peut-être au stade parce qu'en fait, il n'y avait plus d'identité alors que maintenant, c'est un peu leur but de faire revenir les gens du coin et je pense qu'ils vont y arriver sans problème. Un vent nouveau souffle sur Colevray, ça se ressent sur le terrain. La première a gagné son dernier match et est actuellement 7e au classement, à 4 petits points seulement du leader. Pour en parler sur ce plateau, M. Vartan Sirmakès, le président du Stade Nyonnais, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ces comptes, il faudra bien les présenter un jour. Quand est-ce que vous pourrez le faire, vous pensez? Écoutez, ça ne dépend pas de nous. C'est l'ancien comité. Ils sont aux abonnés absents. On le relance tout le temps, mais voilà, ça n'arrive pas. Voilà. Est-ce que la situation actuelle vous bloque pour certaines choses? Vis-à-vis de l'autorité du football, par exemple, c'est problématique? Non, quand même, au début, ça nous a bloqué pour les engagements, des nouveaux engagements de joueurs, ça nous a bloqué. Mais après, les autorités, ils ont vite vu que le nouveau comité, il faisait son travail, tout ça, et il y a une très bonne entente. Il manque des pièces comptables, donc. Oui, beaucoup, on n'en a rien du tout. Est-ce qu'on arrive à savoir, finalement, s'il y a un trou financier, s'il manque de l'argent? Ça manque de l'argent, c'est évident. Mais combien? On estime entre 300 et 400 000 francs suisses. Et on va les trouver où, ces 300-400 000 francs suisses? Eh bien, écoutez, d'abord, il faut trouver les documents, les papiers, tout ça, etc. Après, il y a aussi la complication, n'est-ce pas? Il y a l'association et aussi le SA qui a été créé. Eh ben, on attend les papiers, on envoie des recommandés, mais il n'y a pas de réponse. Alors ces péripéties, vous restez avec nous, hein, M. Sirmakès, ces péripéties, vous l'imaginez, elles pèsent un peu quand même sur le moral des Nyonnais, puis elles ne laissent pas indifférents une partie de la population. Regardez plutôt. Bonjour monsieur, est-ce que vous vous intéressez au football? Ouais. Est-ce que vous vous intéressez au Stade Nyonnais? Un petit peu. J'en ai entendu parler, oui, mais je ne suis pas un passionné de football. Est-ce que vous avez suivi l'histoire du Stade Nyonnais ces derniers mois? Pas trop, non, malheureusement. J'avais entendu parler qu'il y avait beaucoup de gens qui sont partis et puis que c'était un peu... il n'y a plus beaucoup de gens qui s'intéressaient au club. Pas dans ce sens-là, mais c'était un peu la crise partout et puis il y a des problèmes dans le club.
Il y avait des problèmes de sous, il y avait plein d'histoires qui se racontaient entre eux, quoi. Il semblait que tout était résolu, que tout allait bien et que ce ne soit déjà plus le cas en quelques jours. Et ça fait juste un petit peu peur et je trouve très dommage pour le Stade Lyonnais parce qu'il mérite. Alors maintenant, est-ce que vous avez entendu parler de ce nouveau comité présidé par M. Vartan Sirmakès? Non, j'ai pas de détails sur l'organisation. Oh, bonne question. Si on peut avoir un stade qui est peut-être un peu plus proche, un peu plus humble, ça peut être pas mal. Qui fasse un peu plus office de centre de formation pour nos jeunes et pour nos gosses plutôt que de pseudo petites stars et d'essayer de gagner des matchs, quoi. C'est bien dommage que l'ancien comité n'ait pas transmis ce qu'il aurait dû transmettre. D'ailleurs, il semblerait que ce soit aussi beaucoup de parents, d'élèves, d'enfants qui suivent le Stade Lyonnais, qui sont inscrits au Stade Lyonnais, qui en font les frais actuellement. Car les entraîneurs sont au courant de rien. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Donc j'espère que cet horloger saura remettre effectivement les pendules à l'heure. Alors cet horloger, c'est vous, hein, M. Sirmakès. Vous allez remettre les pendules à l'heure? Oui, on a déjà commencé. On est en train d'établir le secrétariat, qui est important, parce que surtout pour les juniors, n'est-ce pas, leurs parents, quand ils téléphonent pour leurs enfants, tout ça, c'est important. Le secrétariat, on est en train de mettre en place, c'est déjà mis en place. On avance avec le comité, très sereinement, on avance. Alors, un des chantiers, vous le voyez, c'est de reconquérir la confiance des gens. C'est peut-être le plus difficile, ça. Écoutez, je dirais que ça commence, et c'est le cas de conquérir tous ces gens-là, parce que quand on a eu le premier assemblée début août, après ce nouveau assemblée maintenant mardi passé, j'ai eu beaucoup de soutien, le comité il a eu beaucoup de soutien, et il y a eu beaucoup de présence quand même des figures de Nyonnais et autour de Nyon. Ils nous soutiennent beaucoup, ça nous facilite dans notre travail. Alors, et pour l'avenir. On va quand même parler un petit peu de sport, justement. L'équipe qui évolue dans le championnat de Première Ligue Promotion. Quels sont vos objectifs pour cette saison, pour commencer? Voilà. Pour cette saison, comme j'ai dit, début de la saison, on n'a pas pu avancer et acquérir de nouveaux joueurs parce qu'il y avait ce problématique de c'était un peu le flou, oui. Voilà, c'était flou. Mais maintenant, l'équipe il travaille bien. Notre entraîneur, on a plein confiance. Sébastien Bichard, il est vraiment bien. On a un directeur sportif qui est M. Luis Pereira qui suit tout ça. Et en ce moment, on se trouve au milieu du classement. C'est pour ça, mercredi prochain, c'est très important. C'est très important, le match de Juventus. Le match à Colovray, hein, mercredi prochain. Oui, ça peut nous propulser un peu plus haut dans le classement. Mais par contre, on a en pleine confiance avec l'équipe. Et déjà, on prépare aussi pour le deuxième tour des recrutements importants. Voilà. À plus long terme, vous visez la Challenge League, par exemple, ou bien le marché est trop petit pour être là? Non, je ne dirais pas que nos objectifs, il n'est pas Challenge League, parce que la région, elle est dynamique. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel, il y a beaucoup d'entreprises, la population s'agrandit tout le temps, etc., autour de Nyon et autour de Nyon. Donc c'est envisageable, mais allons-y étape par étape, c'est mieux. Merci beaucoup, M. Sirmakès. Et donc, vous l'avez dit, prochain match, mercredi prochain, ce sera à 19h30 à Colovray contre les Uriquois de Juventus. Si les gens veulent montrer qu'ils vous soutiennent, ils seront au rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On vous parlait la semaine dernière également du semi-marathon de la Côte. Sur ce même plateau, Léa Spronger, la présidente du comité d'organisation, espérait franchir la barre des 2000 participants. Eh bien, il ne lui en aura manqué que quelques-uns. La seconde édition du semi-marathon de la Côte QV 2015 a à nouveau été couronnée de succès. Avec 1973 participants, une soixantaine de plus que l'an dernier, ce rendez-vous s'inscrit déjà comme un incontournable des épreuves populaires régionales. La journée s'est très bien passée. On a fait un peu une copie conforme par rapport à l'année dernière, donc les mêmes disciplines qui étaient présentées. Donc pas de gros changements et c'est vrai que ça s'est très bien passé. Pas de couac majeur, il y a eu passablement de blessés, de malaise ou quoi que ce soit par rapport à l'année dernière, alors qu'on a plus ou moins la même météo. C'est assez surprenant, mais tout s'est bien déroulé dans son ensemble et puis on est très satisfait. La vingtaine de kilomètres reliant Alamand-Ignon par la route suisse a été avalée en un peu moins d'1h10 par le vainqueur du jour. Un vainqueur qui s'est aussi offert le record de la course.
Comme le succès vient en courant, les organisateurs du semi-marathon de la Côte peuvent donc voir l'avenir en rose. Qui descendent du podium et c'est pas fini. Voilà, et pour clore ce journal, j'ai le plaisir d'accueillir l'association Zoé for Life. Bienvenue à Nicole Scobie, la présidente, et à Nathalie Guignard, membre du comité exécutif. Alors on l'appelle Zoé for Life, a pour but de venir en aide aux familles dont l'enfant est atteint d'un cancer, mais également de soutenir la recherche. Et si vous êtes là aujourd'hui, mesdames, c'est pour parler du mois de septembre, le mois de sensibilisation au cancer de l'enfant. Il y a plusieurs manifestations qui ont lieu tout au long du mois. Oui, alors le mois de septembre, c'est le mois international de sensibilisation au cancer de l'enfant. C'est un mois symbolique partout au monde. Partout au monde, il y a des illuminations en couleur dorée des monuments, des lieux historiques. La couleur dorée, c'est le symbole du cancer de l'enfant au niveau international. Et puis, il y a de Times Square à New York, les chutes Niagara en Espagne, en Grèce, Angleterre, en Irlande, vraiment partout. C'est une mobilisation. En Suisse, il y a eu le jet d'eau. Parler du cancer de l'enfant. Alors, en Suisse, il y a eu le jet d'eau organisé pour la 3e année consécutive par Zoé for Life. Et puis, on a aussi eu le pont du Mont-Blanc à Genève, les drapeaux avec le ruban. Et puis, à Lausanne, les banderoles. Ouais. Le petit ruban doré que j'ai ici, d'ailleurs, hein, c'est aussi un des symboles, vous le portez, hein, c'est un des symboles également de cette lutte contre le cancer de l'enfant. Oui, tout à fait. Donc, actuellement, nous avons à peu près plus d'une centaine de partenaires, commerces, entreprises et autres, qui distribuent à leur clientèle ces rubans dorés, qui les proposent au prix symbolique d'1 franc. Le but étant de récolter cette somme pour soutenir la recherche spécifique au cancer de l'enfant. Et puis, le but étant que la majorité, que beaucoup de monde en porte en signe de solidarité pour les familles touchées par le cancer de l'enfant. Alors l'heure de la guerre, justement, c'est l'argent. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à se démarquer, à convaincre les gens de donner de l'argent à votre association ? Alors c'est vrai que je pense que nous faisons très attention à être le plus transparent possible avec notre public. Nous estimons que les gens qui nous soutiennent le font pour les buts que nous sommes fixés. Nous essayons de maintenir nos frais administratifs à moins de 10%, ce que nous avons réussi jusqu'à présent, et sommes bien motivés à continuer à le faire. D'être le plus transparent possible, de répondre, de montrer nos comptes, de pouvoir expliquer aux gens où va l'argent qu'ils nous confient. Parce que finalement, c'est que nous confier une somme que nous allons redistribuer dans un des buts que nous nous sommes fixés. Alors à propos des dons, vous avez mis en place un système de dons par SMS. C'est très récent et c'est très facile, c'est très simple à faire. Alors justement, ce qu'on voulait montrer aux gens, c'est que c'est facile et on aime cette phrase qui dit que c'est les petites rivières qui forment les grands fleuves. Et justement, c'est ça pour faire des petits dons par SMS. On peut vous expliquer. Allez-y, oui. Vous faites simplement un nouveau message. Le destinataire, c'est le numéro 339. Et puis, dans le message, vous marquez Zoé, espace, le montant du don que vous désirez faire. Zoé, Z-O-E. Voilà. Tout en majuscule, un espace, le montant. Le montant, vous envoyez. Et puis, le montant de votre don sera répercuté sur votre facture de téléphone à la fin du mois. Voilà, alors, Nicole est en train de le faire en live. Voilà. Hein, et vous recevez un message de confirmation comme quoi ça a été fait. Ça fonctionne instantanément. D'ailleurs, il y a des petites vidéos là, que vous postez régulièrement maintenant. Une que j'ai vue ce matin sur votre page Facebook. On essaye de manier un peu le deuxième degré, l'humour, pour sensibiliser les gens. Oui, voilà. Je pense que c'est important, c'est un sujet dont peu de monde aime parler, mais c'est la réalité, ça existe. Et puis le but est vraiment de sensibiliser les gens au fait que le cancer de l'enfant touche plus de 300 personnes, 300 familles chaque année en Suisse. Combien de cas depuis le début de l'année? Combien de familles, je dirais, vous avez soutenues depuis le début de l'année? Alors nous avons soutenu plus d'une 70 de familles romandes, principalement pour l'instant, pour à peu près plus de 58 000 francs. Ouais, donc c'est quand même des sommes qui sont assez conséquentes. Vous avez versé également beaucoup d'argent l'année dernière à PASTEC, hein, on en avait brièvement parlé. C'est la promotion de l'activité sportive thérapeutique pour l'enfant atteint de cancer. Et c'est un projet en collaboration avec l'Université de Lausanne et le PFL. Vous planchez déjà sur un futur projet, un nouveau projet. Alors oui, c'est vrai qu'à la base, Zoé for Life, c'est l'histoire de deux mamans, Nathalie et moi, et de deux enfants. Elliot et Zoé, mon fils Elliot et la fille de Nathalie, Zoé. Donc, le projet PASTEC, c'est très parlant pour un enfant comme Elliot, comme mon fils, un enfant qui a un diagnostic et des traitements quand même assez lourds, avec des effets secondaires pendant les traitements,
des effets sur sa motricité, son équilibre. Il y a des enfants qui ont des traitements qui causent des problèmes cognitifs. Et puis le projet PASTEC, c'est vraiment touchant pour cette raison-là et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Mais comme j'ai dit, il y avait 2 enfants à la base de l'histoire de Zoé for Life et l'autre enfant, c'est Zoé. Et ça nous tenait vraiment à cœur, Nathalie et moi, et tout le comité de Zoé for Life, de aussi soutenir la recherche pour des enfants comme Zoé qui ont des cancers difficiles à guérir dès le début. Alors, avec l'aide de la Dr. Esbeck, qui est la chef de l'unité d'oncologie pédiatrique au CHUV, on a eu un rendez-vous avec le groupe d'oncologie pédiatrique suisse, donc qui fait toute la recherche au niveau suisse pour les enfants. Et on a un nouveau projet de recherche qui va commencer bientôt, justement pour ces cancers qui sont difficiles à guérir. Donc l'argent récolté maintenant ira en grande partie pour ce projet, pour les nouvelles familles qui doivent faire face à la maladie de l'enfant. Donc n'oubliez pas les petits rubans qu'on a là. Il y a aussi des bracelets que vous vendez de toutes les couleurs. C'est sympa à porter, vous les portez également. Et puis le SMS, on l'a dit très simplement, 339. C'est le destinataire, Zoé, l'espace, le montant. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous pour parler donc de Zoé for Life. C'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, le débat. On va donc évoquer ces élections fédérales avec de jeunes politiciens qui se lancent dans la course. Vous pouvez, vous le savez, revoir en tout temps nos émissions sur notre site internet nrtv.ch ainsi que sur notre page Facebook. Rendez-vous la semaine prochaine donc pour un prochain rendez-vous d'actualité.